La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Après mon opération des yeux, je ne supporte plus de regarder ma famille. Je vous dis tout ceci depuis mon ordinateur portable. Je m'enregistre, coincé dans mon placard, la porte barricadée par mon bureau et ma commode. Je peux les entendre derrière la porte de ma chambre. Leurs voix sont si calmes, si aimantes. Mais il y a aussi d'autres sons. Et ce sont ces sons qui me retiennent ici. Tout a commencé il y a 3 mois. Toute ma vie a été littéralement floue. Je suis né avec un astigmatisme si grave que l'ophtalmologue plaisantait en disant que je voyais le monde en permanence flou. Je ne pouvais pas trouver mes lunettes sur la table de chevet sans les chercher à tâtons comme un aveugle. Les lentilles de contact étaient un rituel quotidien irritant. J'avais 24 ans, un bon travail, et j'avais enfin économisé suffisamment d'argent. L'opération au laser LASIK était mon ticket pour une nouvelle vie, une vie claire. La consultation fut stérile et rassurante. Le médecin était un homme âgé, vif d'esprit, avec un regard intense, presque prédateur. Il avait cette façon de vous regarder comme s'il voyait plus que la surface de vos yeux. Il parlait d'erreurs de réfraction et de volets cornéens, d'un ton calme et autoritaire qui balayait toutes mes angoisses persistantes. Il a mentionné une nouvelle technique légèrement expérimentale dont il était le pionnier. Il a dit qu'elle était plus précise et offrait un niveau de clarté sans précédent. Il a affirmé que la technique pouvait corriger les distorsions atmosphériques et même les fluctuations de la luminosité que les procédures standards ne pouvaient pas traiter. J'étais convaincu. Je voulais le meilleur. Je voulais tout voir. Mon Dieu, quel idiot j'ai été. L'opération elle-même était aussi bizarre et impersonnelle que l'on pouvait s'y attendre. L'odeur de l'antiseptique, le métal froid du casque, le Valium qu'ils m'ont donné et qui me donnait l'impression que mes membres appartenaient à quelqu'un d'autre. Je me souviens de la pression sur mon globe oculaire, de l'odeur de brûlé, qu'on vous dit être simplement celle du laser, et de la voix calme du médecin qui commentait toute l'opération. Un volet parfait. Nous sommes en train de remodeler. Encore quelques secondes. Puis le noir, suivi de l'application douce de bandage et de protection sur mes yeux. La convalescence a été la partie la plus difficile. 2 semaines dans le noir total. J'étais complètement dépendant de ma famille. Ma mère, mon père, ma petite sœur. Ils ont été formidables. Ils me guidaient dans la maison en me tenant par le bras, s'assurant que je ne heurte rien. Ma mère me préparait tous mes petits plats préférés, et l'odeur de son ragoût ou de son poulet rôti emplissait la maison. Elle s'asseyait à côté de moi et me donnait à manger à la cuillère pour que je ne me salisse pas. Sa voix était une présence constante et apaisante. « Encore un peu, mon grand, tu dois garder tes forces. » Mon père me lisait des histoires pendant des heures, des pages sportives, des romans fantastiques, tout ce qui pouvait passer le temps. Sa voix grave et profonde était un réconfort dans le vide noir qui était devenu mon monde. Ma sœur changeait la musique, mettait des podcasts et s'asseyait simplement avec moi, sa présence seule étant une assurance silencieuse. Ils formaient une famille parfaite et aimante, et j'étais envahi par un profond sentiment de gratitude. J'étais impatient de revoir leurs visages, de les voir vraiment avec mes nouveaux yeux parfaits. Le jour où les bandages ont été retirés devait être un jour de fête. Nous sommes tous allés ensemble à la clinique. L'infirmière a coupé le ruban adhésif et déroulé lentement la gaze avec douceur. Pendant un instant, les bandages retirés, mais les yeux toujours fermés, j'ai ressenti un frisson d'excitation pure et authentique. « D'accord, » dit doucement l'infirmière. « Ouvrez-les maintenant. La lumière sera très vive au début. »
Je fis ce qu'elle me disait. Je serrai les paupières, puis les ouvris lentement. La première chose que je remarquai fut la netteté. C'était violent. Chaque texture de la pièce me sautait aux yeux. Les micro-creux dans le plafond acoustique, les fibres individuelles de la blouse bleue de l'infirmière, les fissures presque invisibles dans le sol en linoléum. C'était accablant. C'était un raz-de-marée d'informations visuelles qui me donnait mal à la tête. Le médecin m'avait dit que ce serait comme ça, une hypersensibilité. Il m'avait dit que ça s'atténuerait. J'ai cligné des yeux, essayant de me concentrer. L'infirmière me souriait. Elle avait l'air normale, juste une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux gentils et un sourire légèrement fatigué. Puis je me suis tourné vers ma famille. Et mon monde s'est effondré. Il m'est difficile de décrire ce que j'ai vu, car mon esprit a refusé de l'accepter pendant les premières secondes. C'était comme un angle mort cognitif, un bug visuel. Ma mère souriait, bougeait les lèvres et prononçait mon nom, mais son visage, ce n'était pas seulement son visage. Fusionné à sa mâchoire, enveloppant et entourant sa joue gauche, il y avait autre chose. C'était une poche pulsante de chair tachetée, gris-rose, parcourue de veines violacées. Deux fines vrilles, pas plus épaisses qu'un verre, s'enroulaient autour de ses lèvres inférieures et lorsqu'elle parlait, elle se contractait et s'ajustait, semblant tirer ses lèvres pour former un sourire. Sa propre peau semblait tendue et fine à l'endroit où elle rencontrait cette excroissance. Je détournai les yeux, le cœur battant à tout rompre et regardai mon père. Il me tapait sur l'épaule, le visage rayonnant de fierté. Mais sur sa poitrine, sous sa chemise à col, se trouvait une structure plus grande et plus complexe. C'était une masse charnue, ressemblant à un champignon, qui semblait s'être enfoncée dans son sternum. Elle était nervurée, presque comme un coquillage grotesque, et elle brillait d'un mince éclat d'humidité. Un appendice épais, semblable à un tube, s'en étirait, disparaissant sous son menton et dans sa bouche. Il ne parlait pas. Les sons venaient de lui, mais le tube charnu vibrait avec les mots. J'ai senti la bile me monter à la gorge. J'ai regardé ma sœur. Elle était la pire. Une chose scintillante, presque translucide, était drapée sur sa tête et ses épaules comme un châle vivant. Elle était sans trait distinctif, à l'exception d'une série de vessies pulsantes qui descendaient le long de sa colonne vertébrale. Ses vrilles étaient tissées dans ses cheveux, et deux autres, plus grosses et plus épaisses, étaient directement enfoncées dans les coins de sa bouche, étirant ses lèvres en un sourire permanent et placide. « Qu'en penses-tu » roucoula la voix de ma mère, mais la chose sur son visage semblait pulser au rythme de ses mots. « Peux-tu nous voir clairement » Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus parler. Je me contentais de regarder, mes nouveaux yeux parfaits enregistrant chaque détail horrifiant. La façon dont les choses bougeaient en symbiose avec eux, la façon dont leur propre corps semblait presque secondaire. « Il est en état de choc !» gronda la voix de mon père, le tube sur sa poitrine vibrant. C'est beaucoup à assimiler d'un coup. J'ai dû m'évanouir ou du moins perdre connaissance, car la seule chose dont je me souviens ensuite, c'est d'être dans la voiture sur le chemin du retour, la tête appuyée contre la vitre froide. Je gardais les yeux fermés. Je leur ai dit que la lumière était trop forte et que j'avais mal à la tête. Ils ont été très compréhensifs et ils m'ont cru. Les semaines qui suivirent furent un véritable cauchemar. Je prétendais que mes yeux étaient encore en phase d'adaptation et que j'avais constamment des migraines. Je passais autant de temps que possible dans ma chambre, dans le noir. Mais je ne pouvais pas me cacher éternellement. Je devais manger. La première fois que ma mère m'a apporté un plateau repas, j'ai failli hurler. C'était son célèbre ragoût de bœuf, celui que j'avais toujours adoré. L'odeur était la même, riche, savoureuse, avec un soupçon de romarin. Mais ce que je voyais dans l'assiette n'était pas du ragoût. C'était un bol de bouillie épaisse, rouge foncé, presque noire, et elle bougeait. Elle pulsait à un rythme lent et régulier, comme un organe vivant.
Flottant dans la bouillie, il y avait de petites choses blanches ressemblant à des asticots qui se tordaient lentement. « Mange !» m'a-t-elle dit d'une voix chaleureuse tandis que le parasite sur sa joue frémissait d'anticipation. « Tu as besoin de reprendre des forces ?» Je fixai le bol, puis elle. Je regardai l'une des vrilles sur son visage, plonger dans le bol, ramasser une cuillerée de bouillie grouillante et la pousser dans sa bouche. Elle mâcha, avala et me sourit. Je vomis dans la salle de bain pendant 20 minutes. J'ai appris à m'adapter. J'emportais la nourriture dans ma chambre, je la jetais dans les toilettes et je prétendais l'avoir mangée. Je me nourrissais de barres protéinées et d'eau en bouteille que je cachais dans ma chambre. Mais l'eau, même l'eau n'était pas bonne. Quand il me servait un verre d'eau du robinet, elle n'était pas claire. C'était un liquide visqueux, légèrement rougeâtre, comme du sang fortement dilué. Pourtant, il le buvait comme si de rien n'était. Il se servait un verre et les choses qui leur étaient attachées plongeaient d'abord leurs petits appendices épineux dans le verre, avant de laisser leurs os boire. Le plus effrayant, c'était que tout le reste semblait normal. Je m'échappais parfois de la maison. Je marchais dans la rue et tout le monde semblait normal. Le facteur, les enfants qui jouaient dans le parc, la femme qui faisait son jogging avec son chien. C'étaient tous des gens comme les autres. Il n'y avait que ma famille qui était différente. Étais-je en train de devenir fou ? Était-ce une sorte d'hallucination rare et localisée provoquée par l'opération ? Un accident vasculaire cérébral ? Une tumeur au cerveau ? J'ai commencé à les observer. À vraiment les observer. J'ai remarqué que lorsqu'ils pensaient que je ne les regardais pas, leurs mouvements devenaient moins humains. Mon père s'asseyait dans son fauteuil et la chose fongique sur sa poitrine se déployait périodiquement, révélant un orifice sombre et béant qui émettait un clic grave et guttural. Ma sœur restait parfois immobile pendant des heures, fixant un mur, tandis que la chose translucide sur son dos ondulait et scintillait, comme si elle communiquait avec quelque chose que je ne pouvais pas voir. C'est alors que j'ai réalisé que ma famille ne mâchait jamais réellement. Leurs mâchoires bougeaient, mais c'étaient les appendices de la chose qui leur étaient attachés qui faisaient le travail, poussant la bouillie palpitante dans leur bouche où elle était absorbée et non avalée. L'isolement m'écrasait. J'étais terrifié par ma propre famille. Leurs gestes affectueux me donnaient l'impression d'être sondé par une espèce extraterrestre. Leurs paroles aimables étaient une imitation horrifiante. Je devais retourner voir le médecin. Il devait savoir ce qui se passait. C'était lui qui m'avait fait ça. C'était à lui de réparer. J'ai pris rendez-vous sous prétexte d'un contrôle post-opératoire. Ma mère m'a proposé de m'y conduire. J'ai prétexté vouloir prendre le bus pour me sentir à nouveau indépendant. Le regard qu'elle m'a lancé, ce n'était pas son regard. Ses yeux étaient placides, mais la chose sur sa joue a pulsé une fois, lentement, dans un geste qui ressemblait à de la suspicion. L'hôpital, lui, était un havre de normalité. Les réceptionnistes, les patients dans la salle d'attente, les autres médecins. Ils étaient tous humains, sans artifice. J'ai ressenti un tel soulagement que j'ai failli pleurer. Je n'étais pas fou. Le monde était normal. C'était juste quelque chose de profondément, existentiellement anormal dans ma propre maison. Quand je suis arrivé au service d'ophtalmologie, j'ai demandé à voir le médecin qui m'avait opéré. La réceptionniste, une jeune femme qui semblait s'ennuyer, a tapé quelques instants sur son clavier. « Je suis désolé », m'a-t-elle dit sans lever les yeux. « Il ne travaille plus dans cet hôpital. » J'ai senti mon sang se glacer. « Quoi ? Comment ça ? Je l'ai vu il y a quelques semaines à peine. »« Il a démissionné », a-t-elle répondu en me regardant enfin avec un air agacé. « Il a pris un congé prolongé pour une durée indéterminée. On nous a dit qu'il avait quitté le pays. »« Quitté le pays ? Où est-il parti ? Y a-t-il un moyen de le contacter ? C'est urgent !» Ma voix montait, teintée d'une panique que je ne pouvais pas contrôler. « Monsieur, je n'ai pas cette information. Nous pouvons vous donner rendez-vous avec un autre médecin si vous avez un problème. » Un problème ? C'était vraiment un euphémisme pour décrire ce qui m'arrivait.
Je reculais du bureau, l'esprit en ébullition. Il était parti. Mon seul lien avec ce qui s'était passé, mon seul espoir de trouver une solution, avait disparu, pouf, envolé à l'étranger. J'étais seul face à cette situation. J'étais sur le point de partir, vaincu, lorsqu'une infirmière plus âgée qui rangeait un présentoir à brochures à proximité a attiré mon attention. Elle m'a fait un signe de tête rapide, presque imperceptible, en direction d'un couloir voisin. J'ai hésité, puis je l'ai suivie. Elle s'est glissée dans une salle d'examen vide et m'a tenu la porte. « Vous étiez l'un des siens » m'a-t-elle murmuré comme une affirmation. Ses yeux reflétaient un étrange mélange de pitié et de peur. Ceux qui ont une clarté particulière. Je me suis contenté d'acquiescer, incapable de parler. Il est parti précipitamment, m'a-t-elle dit d'une voix basse et précipitée. Il a vidé son bureau pendant la nuit. Il a dit qu'il allait quelque part, loin, très loin. Il a toujours été un homme étrange. Brillant, oui, mais étrange. Il parlait de filtre, de voile. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule dans le couloir vide. Il m'a laissé ça. Il a dit que si quelqu'un revenait, quelqu'un qui voyait les choses différemment, je devais lui donner. Elle glissa un petit bout de papier plié dans ma main. C'était un numéro de téléphone, juste 10 chiffres, écrit d'une écriture rapide et presque illisible. Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle en sortant déjà de la pièce. Et ce n'est pas moi qui vous l'ai transmis, d'accord? Bonne chance. Elle était partie avant même que j'aie pu la remercier. Je me suis précipité hors de l'hôpital et je me suis arrêté qu'une fois arrivé à une cabine téléphonique plusieurs pâtés de maisons plus loin. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à composer le numéro. Ça a sonné une fois, 2 fois et une 3e fois. J'étais sur le point de raccrocher lorsqu'une voix répondit. C'était lui. Sa vision était tendue, grésillante, comme si la connexion était mauvaise. Mais c'était indéniablement le médecin. « Qui est à l'appareil » demanda-t-il d'un ton aigu, empreint de paranoïa. « C'est moi » balbutiai-je, sans même donner mon nom. « L'opération Lasik, il y a quelques semaines, la nouvelle procédure. » Il y eut un long silence au bout du fil. J'entendais le bruit du vent et autre chose, un léger cliquetis rythmique. « Ah » dit-il enfin, sa voix se réduisant à un murmure complice. « Ça a donc marché, je n'en étais pas sûr. La clarté, vous la voyez, n'est-ce pas ?» Voir quoi? Ai-je failli hurler dans le combiné. Qu'est-ce que vous m'avez fait, ma famille? Il y a des choses sur eux, des monstres. Pas des monstres, m'a-t-il corrigé, la voix teintée d'un mélange terrifiant de curiosité académique et de crainte révérentielle. Des passagers, des symbiotes. Ils sont là avec nous depuis des millénaires. Ils font partie intégrante de notre tissu social. Nous ne sommes que leur bétail. Je m'appuyais contre la vitre crasseuse de la cabine téléphonique, les jambes menaçant de se dérober sous moi. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. L'œil humain est une merveille. Commença-t-il, se lançant dans un cours magistral comme si nous étions de retour dans son bureau stérile. Mais il n'est pas parfait. Il a évolué non seulement pour voir, mais aussi pour ne pas voir. Dès notre naissance, un filtre biologique se met en place. Une série complexe de photorécepteurs et d'inhibiteurs neuronaux qui les rend invisibles à nos yeux. C'est un voile, un mécanisme de défense développé au fil des millénaires pour les protéger. Si nous pouvions les voir, nous les combattrions. Leur survie dépend de leur discrétion. Mon esprit avait du mal à suivre, à assimiler la pure folie de ce qu'il disait. Eux? Mais qui sont eux? Je ne connais pas leur nom, dit-il, une note de frustration dans la voix. Parasite est le mot qui s'en rapproche le plus, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est un lien plus profond que cela. Ils nous nourrissent, ils nous protègent de certaines maladies. Ils maintiennent leurs hôtes dociles, satisfaits. En échange, ils ont le droit de vivre. Ils découvrent le monde à travers nous. Et la nourriture, alors?
murmurai-je en pensant à la bouillie palpitante. L'eau, Leur subsistance, pas la nôtre. confirma-t-il. Un mélange de matière organique et de leurs propres larves qu'ils cultivent. Ils transforment la nourriture et transmettent les nutriments à l'hôte humain. C'est un système fermé parfaitement efficace, tant que vous ne pouvez pas le voir. Les pièces se mettaient en place, formant une image d'une horreur si profonde que je sentais ma santé mentale s'effriter. « Mais vous avez fait exprès alors, l'opération !» C'était une hypothèse. s'écria-t-il, la voix montante avec une énergie frénétique. J'ai passé ma vie à étudier l'œil, ses limites. J'ai vu des anomalies, des schémas qui n'avaient aucun sens. J'en suis venu à croire que nous n'étions pas seuls, que la vérité était juste devant nous, mais filtrée. J'ai émis l'hypothèse que je ne pouvais contourner le filtre. Je pouvais retirer chirurgicalement le voile, mais le défi, le véritable défi, était de les trouver. Car il semble qu'ils ne vivent pas avec tous les humains. J'ai douté de moi pendant si longtemps, mais vous étiez ma preuve. « Vous devez changer ça !» suppliai-je, les larmes coulant sur mon visage. « Je ne peux pas vivre comme ça. S'il vous plaît, vous devez me guérir. » La ligne resta silencieuse pendant un instant, à l'exception du vent et d'un étrange cliquetis. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était lourde d'une terrible finalité. « Je ne peux pas, dit-il doucement. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai appris qu'à ouvrir la porte. Je n'ai jamais compris comment la fermer. C'est pour ça que je me suis enfui. Ils savent pour moi. Ceux qui ne sont pas liés, ceux qui errent librement, ils peuvent me sentir. Et maintenant, ils te sentiront aussi. » Il fit une pause. « Écoute-moi très attentivement. Ceux qui sont liés à ta famille, ils se rendent compte que tu peux les voir. Leur directive première est de protéger l'hôte et de préserver le secret. Ils te considéreront comme un défaut et ils essaieront de te réparer. Ne les laisse pas te toucher. Ne mange et ne bois rien de ce qu'ils te donnent. Et pour l'amour de Dieu, ne les laisse pas s'approcher de tes yeux. » La ligne fut coupée. Je suis resté là longtemps, le combiné mort collé à mon oreille. Me réparer ? Le mot résonnait dans le vide où résidait autrefois mon espoir. Quand je suis rentré à la maison, l'atmosphère avait changé. Le semblant de normalité avait disparu. Ils étaient tous assis dans le salon, m'attendant. Ma mère, mon père, ma sœur. Ils se sont tous tournés vers moi quand je suis entré. Leurs mouvements parfaitement synchronisés. Leurs visages arboraient des expressions calmes et aimantes. Mais leurs passagers étaient agités. La chose sur la joue de ma mère pulsait rapidement. La masse fongique sur la poitrine de mon père était enflammée, son orifice central légèrement ouvert. Le parasite translucide de ma sœur scintillait, sa couleur passant du clair à un blanc laiteux et opaque. « Mon grand, tu es parti longtemps ?» dit ma mère d'une voix douce comme de la soie. « Nous étions inquiets. »« J'avais juste besoin d'air. » répondis-je d'une voix tremblante. Je commençai à reculer vers les escaliers. « Tes yeux semblent fatigués, » grogna mon père en se levant. Le tube sur sa poitrine semblait gonfler. « Tu ne t'adaptes pas bien. Le médecin a appelé pendant ton absence. Il a dit qu'il avait oublié de te donner ça. » Il brandit un petit flacon transparent muni d'un compte-gouttes. Un compte-gouttes pour les yeux. Il prononça le nom du médecin, mon médecin, celui qui était censé se trouver dans un autre pays. Ma mère lui prit la bouteille des mains et s'approcha de moi. Il dit que ce sont des gouttes spéciales, beaucoup plus fortes. Elles aideront à réduire la sensibilité. Elles rendront tout plus facile à regarder. Elle dévissa le bouchon. Et c'est alors que je le vis. Le liquide blanc laiteux contenu dans la bouteille n'était pas un médicament. J'ai vu une fine goutte visqueuse de la même substance s'écouler d'un minuscule pore du parasite accroché à son visage, et cela coulait le long de sa joue. Elle essayait de me faire mettre un peu de ce liquide dans mon œil pour me rendre à nouveau aveugle. « Non !» Et je murmurai en reculant dans les escaliers. « Non, ne m'approchez pas !» Leurs sourires n'ont pas faibli, mais leurs yeux sont devenus froids et vitreux. « Ne fais pas le difficile, mon fils !» dit mon père en montant les escaliers derrière moi.
suivi de près par ma mère et ma sœur. Nous voulons juste t'aider. Nous t'aimons, ajouta ma sœur d'une voix monotone. Le parasite sur sa tête ondula, et 2 nouvelles vrilles plus petites se déployèrent près de ses tempes, terminées par des barbes acérées. Je me suis retourné et j'ai couru vers ma chambre, claquant la porte et la verrouillant juste au moment où ils arrivaient en haut des escaliers. J'ai entendu la poignée bouger, puis un coup doux et poli. « Mon grand, ouvre la porte !» a appelé ma mère. Je me suis précipité pour pousser mon bureau, ma commode, tout ce qui était lourd, devant la porte. Le bois a craqué sous le poids. Ils ont essayé pendant encore 1 heure, leur voix restant toujours aussi calme et affectueuse. Ils m'ont proposé de la nourriture, un ragoût spécial, m'ont-ils dit, plein de nutriments pour aider mes yeux à guérir. J'imaginais les larves se tordant à l'intérieur, destinées à grandir dans mes intestins et à reconstruire le voile de l'intérieur. J'ai refusé. Puis les coups ont cessé. Pendant un moment, il y a eu le silence. J'ai pensé, j'ai prié, et je me suis dit qu'ils avaient abandonné. Mais ensuite, de nouveaux bruits ont commencé. Sous le plancher et à travers la porte, je peux les entendre. Le bruit sourd et humide du corps hôte de mon père qui appuie contre la porte. Mais ce n'est pas un bruit humain. C'est le bruit de la coquille dure et fongique sur sa poitrine qui heurte le bois. Et le cliquetis, un son grave, constant, semblable à un crépitement. C'est le son de leur vraie voix. Les parasites communiquent entre eux. Une série de cliquetis aigus et humides et de pop gutturaux graves. Je sens même qu'il a faim. Ma mère vient de recommencer à parler. Sa voix est toujours aussi douce, empreinte d'une sollicitude mielleuse. « Chérie, s'il te plaît, sors. Nous voulons juste que tu ailles mieux. Nous voulons juste t'aider à voir les choses correctement à nouveau. » Mais pendant qu'elle parle, je peux l'entendre, juste de l'autre côté de la porte. Le cliquetis frénétique et impatient de la chose qui porte son visage. Ils étaient derrière la porte, attendant simplement. Ils savent que je vais finir par sortir. Je n'ai presque plus d'eau. Et j'ai tellement soif. Mais je ne boirai pas leur eau rouge sang. Je ne mangerai pas leur nourriture qui se tortille. Et je ne les laisserai pas mettre leur saleté dans mes nouveaux yeux, horriblement parfaits. Je peux tout voir maintenant. Et c'est l'enfer.